Rappelez-vous, avant la crise sanitaire, le président de la République, Emmanuel Macron, nous affirmait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Eh bien, la pandémie a prouvé le contraire, et notamment au travers de cette formule maintenant bien rodée, présidentielle du « quoi qu'il en coûte ». Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Les milliards pleuvent, milliards d'euros qui pleuvent grâce donc à l'argent qui est fabriqué, il faut le dire, fabriqué, la planche à billets qui tourne, argent fabriqué par la BCE. Sans qu'il n'y ait de facture, au final, c'est ça qu'il faut expliquer pour nous pour l'instant, puisque c'est la Banque centrale qui signe le chèque au final. Il y a une mécanique qui s'est mise en place depuis finalement plusieurs années, que la pandémie a installé, a accéléré. Cette espèce de relation, certains diraient incestueuse et dangereuse, entre les États, les banques centrales et les marchés financiers. Tout le monde se tient. Il y a un maillon dans cette chaîne qui lâche et un peu c'est l'édifice qui s'effondre. Donc effectivement, officiellement en fait, notamment en Europe, donc les traités européens interdisent à la BCE de financer directement les pays. En réalité, c'est un petit peu une mascarade parce que dès que les États aujourd'hui émettent une nouvelle dette, ils sont effectivement rachetés par je vous coupe, mais dette pour financer les programmes notamment de soutien à l'économie, les dépenses sociales, de santé. Tout à fait. Donc dès qui ont explosé d'ailleurs avec le Covid. Donc dès que les États émettent cette dette-là, qui est rachetée sur le marché primaire par des investisseurs financiers et qui revendent quasiment très rapidement sur le marché secondaire ces titres de dette. Il faut voir que... Ça revient, mais ça revient à de la monétisation de fait, quelque part. Tout à fait, ça revient. Alors, on reste dans les traités européens parce que la BCE n'achète pas directement aux États, mais en fait par un intermédiaire. Donc tout ça est un peu une tromperie sur les traités. Et les chiffres sont assez incroyables puisque depuis mars dernier, la Banque centrale européenne a acheté pour près de 70% des dettes publiques, des titres de dette publique émises par les États membres de la zone euro. Et à la fin novembre, elle détenait dans ses coffres, virtuellement évidemment, 2543 milliards d'euros d'obligations publiques européennes. C'est quasiment 26% du stock de dette. Et pour le cas de la France, c'est un quart de la dette française. Ouais. Donc on voit bien que je crois qu'elle en a acheté autant cette année que 4 années auparavant, c'est ça Voilà, c'est ça. Son bilan, en fait, donc les banques centrales, et notamment la BCE, à l'image un peu de la Banque centrale japonaise, elle s'est métamorphosée en sumo, son bilan, elle grossit, il s'est alourdi en l'espace de 9 mois de 1800 milliards d'euros. C'est quasiment autant qu'au cours des 4 dernières années. Donc, on a un modèle, en fait, certains disent une forme de japonisation du monde, puisque l'archipel a montré le chemin, c'est ça, parce qu'on a un endettement public qui frôle aujourd'hui les 250% du PIB, et une banque centrale qui détient aujourd'hui près de 40% de la dette du pays. Et donc, on prend ce chemin-là sans qu'il n'y ait aucun problème, puisque on est dans un monde très différent, et vous l'avez souvent dit ici, on n'a pas de tension sur les taux d'intérêt à long terme, et même on pense qu'ils vont rester durablement bas. Et la meilleure preuve, c'est que alors même que cette dette a explosé, le service de la dette diminue et va continuer à diminuer dans les années qui viennent. Et certains disent que ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est plus la dette dans l'absolu, mais ce qu'on appelle le service de la dette, ce que ça coûte réellement en intérêt aux États. Voilà. Et ça, en fait, pour l'instant, c'est largement supportable. Pour l'instant, c'est largement supportable. Et encore une fois, on voit ce qui se passe au Japon, où le système fonctionne. Alors tout le monde se dit où elle est la limite. Exactement. Parce que, encore une fois, là, il faut remettre un peu le contexte. La dette file. Les taux restent au tapis, ce qui n'était pas écrit, encore une fois, dans la théorie économique classique. Donc on peut se demander jusqu'où la BCE peut continuer à faire tourner la machine à billets, imprimer des euros. Et on se dit quoi? On se dit, alors, il y a le Japon, on est à 120, ils sont à 250% du PIB. On se dit qu'il y a encore du chemin, mais la théorie que nous dit, il n'y a pas de limite théorique? Parce que la BCE, elle fait ce qu'elle veut? C'est-à-dire que les limites théoriques qu'on nous a
seriné pendant des années. Rappelez-vous, alors bon, on a les fameux critères de dette des 60% des critères de Maastricht. Ouais, ça, on ceux-là oublie, ont été enfoncés. On oublie pour plusieurs générations. Ça. Voilà, on les oublie. Ils sont très, très clairement la première victime du Covid, c'est ces critères. Et puis après, il y avait des travaux d'économistes qui disaient qu'au-delà de 100%, ça devenait très, très, très dangereux, où on entrait dans une espèce de spirale très inquiétante. Toute cette littérature est à jeter à la poubelle, aux orties. En tout cas, c'est thérapie, c'est théorie en fait chiffrée. Il n'y a pas de chiffre magique sur c'est quoi un endettement maximum. On voit bien d'une part que ça varie suivant beaucoup d'un pays à l'autre, sur la façon, la solidité du système bancaire, la solidité de la banque centrale, la confiance dans laquelle on a dans la banque centrale. Donc en fait, tout ça, il n'y a pas de théorie vraiment sur ça. Mais il y a un bilan, pardon Béatrice, il y a un bilan, le bilan de la BCE qui achète, donc qui émet de la monnaie, qui achète la dette publique française ou allemande ou italienne. Elle, après un bilan, elle stocke dans son bilan ses dettes et finalement on se dit que son bilan, est-ce qu'il peut, il peut aussi lui enfler à l'infini puisque théoriquement, il peut enfler à l'infini. Parce qu'elle rend compte à personne. Parce qu'en fait, parce qu'elle ne rend, son actionnaire, c'est l'État. Ouais, mais c'est un jeu bizarre pour le coup parce qu'elle a l'État actionnaire, en même temps elle détient ses dettes à son bilan. Elle détient ses dettes et elle verse un rendement aux États, à ses États actionnaires tous les ans. Donc, à partir du moment où les États ne font pas défaut sur cette dette, où là, la Banque centrale aurait une perte sur l'actif qu'elle détient, et objectivement, les États n'ont pas intérêt à faire défaut sur une partie de la dette parce que comme ils sont actionnaires de la Banque centrale, ils seraient obligés de recapitaliser ouais, mais là, la Banque centrale. Là, ça tourne en rond, pardon, voilà. Ça tourne en rond cette histoire, non? Oui, c'est pour ça que cette relation incestueuse, en fait, entre Banque centrale et État, c'est un équilibre précaire parce qu'il ne faut pas qu'un des maillons saute. Donc cet équilibre précaire peut continuer. Est-ce qu'il y a une limite? On voit bien que la limite technique, on ne la connaît pas vraiment. À la limite, ça peut être l'inflation, Béatrice. Si l'inflation veut revenir, qu'on ne voit pas pour l'instant, ça pourrait changer la donne parce qu'on se dit que les banques centrales ne resteraient pas stoïques et les bras ballants dans cette configuration. Voilà, donc il y a deux limites. Il y a la question de la limite de l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde que l'on connaît, on peut avoir une résurgence de l'inflation? Beaucoup l'indiquent, c'est peu probable parce qu'on est dans un monde vieillissant, parce qu'on est dans un monde où les gains de productivité, finalement, malgré la révolution technologique, ne sont pas très élevés, parce qu'on est dans un monde aussi où la réglementation fait que les banques, les compagnies d'assurance sont obligées de détenir dans leur coffre en fait des actifs sans risque, et donc il y a une demande très importante pour ces actifs sans risque. Tout ça, ça pèse en fait sur la prime de risque et sur les taux d'intérêt à long terme et donc sur aussi l'inflation qui ne redécolle pas, d'autant plus que vous avez une syndicalisation du monde qui a fortement diminué. Donc il n'y a pas vraiment à court et moyen terme un problème d'inflation. En réalité, la limite, je vous devance un peu, mais je vous vois venir parce que c'est cette idée que cette politique monétaire accroît les inégalités. C'est-à-dire que d'un côté, on sait que cette politique de la BCE fait flamber, au travers de ses liquidités, fait flamber les prix des actifs, l'immobilier, la bourse, on le voit bien. Et donc, pour celles et ceux qui ont un patrimoine, ils s'apprécient. Ceux qui n'en ont pas, ça ne s'apprécie pas. Et donc, ça crée des inégalités de patrimoine. Jusqu'à un jour peut-être où ça peut devenir insupportable pour le corps social. C'est ça, cette bombe sociale dont on parle, de cet argent magique. C'est exactement la limite, elle est politique et sociale. Comme vous de le dire, l'argent facile, on le voit bien tous les jours avec les chiffres incroyables de levée de fonds, de Airbnb la semaine dernière, il y a quelques jours, DoorDash, et la hausse des cours de bourse que certains disent totalement délirante. Et donc le problème, c'est qu'on entre dans une société où c'est le patrimoine qui va faire la différence entre ceux qui ont un beau patrimoine et qui profitent de la hausse à la fois des cours de bourse mais aussi de l'immobilier et les autres. Il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques jours, les 651 milliardaires américains se sont encore enrichis de près de 1000 milliards de dollars depuis le début de la pandémie, ce qui est hallucinant. Donc la fracture, elle n'est pas tellement sur et les inégalités tellement sur la question des revenus, mais sur la question du patrimoine. Et
en bout de course, en fait, c'est une sorte de fracture intergénérationnelle qui s'accroît et qui risque à un moment de devenir insupportable. Et donc, pour finir, tout pourquoi, ce qui disent... Pardon, Béatrice, pourquoi intergénérationnel? Enfin, je crois, parce que les comprendre, jeunes... mais juste pour être sûr. Intergénérationnel, parce que ceux aujourd'hui qui ont le patrimoine, ce sont les seniors et pas les jeunes. Ouais. Et donc, si on veut avoir une politique un petit peu plus juste, de se dire demain, parce que aujourd'hui on dit non, il n'y aura pas de hausse d'impôts, il n'en est pas question, etc. Heureusement, effectivement. Demain et après-demain, évidemment, la question va se poser et la politique, elle est faite de symboles, malgré tout. On voit bien que beaucoup disent, et il va bien falloir qu'à un moment, les riches payent. Donc, attendez, donc ça veut dire qu'en fait... ces inégalités pourraient conduire à une fracture sociale, enfin une fracturation en tout cas du corps social qui ne la supporterait plus, qui la considérait comme insupportable et qui demanderait aux politiques de corriger le tir, qui pourrait prendre la forme d'une taxation des riches. Mais on sait que si on taxe l'ISF, qu'on le remet comme avant, ça rapporte quoi, 4-5 milliards? Je ne sais pas si le compte y est, je ne suis pas sûr que le compte y soit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Non, c'est un symbole qui ne servira pas à grand-chose, qui ne résoudra pas le problème. On peut toujours remettre une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. La question, encore une fois, elle n'est pas sur les inégalités de revenus. Alors, quelle réponse sur les politique inégalités sur le patrimoine? de patrimoine. Donc, il faudra un jour aborder la question de la taxation des héritages. C'est un tabou total. Sur la mort. C'est un mais les Français n'en veulent pas, ça. Hein. Tous. Les Français n'en veulent pas. C'est un tabou total. Quel que soit leur niveau de vie. Tout à fait, c'est un tabou total. En même temps, il faut pouvoir regarder les choses en face et regarder la société dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Voilà, et donc, l'objectif, le sujet du jour, c'est de se dire que cet argent magique peut conduire à cette bombe sociale liée à l'aggravation des inégalités de patrimoine. C'est ça le sujet. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, merci beaucoup. Donc, point de vue signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc, à l'Express. Merci Béatrice, bonne journée. Allez, merci, au revoir. Bye.